Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Red Online. Nous vous remercions d'avoir patienté. Nous sommes donc maintenant présents. Je suis avec William Dab et Jean-Bruno Delru. Nous allons parler aujourd'hui des accidents du travail. Une petite information technique pour commencer. Donc, vous le voyez, vous n'avez pas accès à vos micros. Par contre, vous avez accès à un chat en tant que participant. Vous pouvez poser toutes vos questions et nous vous y répondrons à la fin de la présentation. N'hésitez pas. Au fur et à mesure de la présentation, vous pourrez donc les écrire dans le chat et on les réserve pour la fin. On est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire aujourd'hui parce que chez Red Online, le sujet des accidents du travail est un sujet important et nous développons des solutions de gestion des incidents et des accidents qu'on intègre à notre plateforme. Et pour que vous puissiez y voir plus clair sur ce sujet, nous allons passer 1 heure en compagnie, donc je l'ai dit, de William Dab et de Jean-Bruno Delru. Alors William Dab, c'est une personne avec qui nous collaborons régulièrement. William Dab est professeur titulaire de la chaire d'hygiène et santé et sécurité au CNAM. Il est médecin, docteur en épidémiologie et ancien directeur général de la santé. Vous pouvez le retrouver régulièrement dans le billet qu'il rédige sur le blog de Red Online. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Bruno Delru, qui est le président de Mesea, qui est une entreprise en charge de la maintenance et de l'exploitation de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Il est ingénieur et ça fait plus de 20 ans qu'il travaille dans le rail et qu'il connaît très bien. Je vais les laisser se présenter, je vais les laisser vous dérouler donc le sujet du jour, les accidents de travail. Nous allons voir pourquoi c'est important de gérer les accidents de travail, le découvrir à travers l'expérience de Mesea que Jean-Bruno Delru va nous présenter. William va vous expliquer la partie théorique mais très importante qui consiste à l'analyse des accidents et des incidents. Et ensuite, nous reviendrons sur l'expérience Mesea et surtout sur ses résultats. Comment on a géré les accidents de travail et comment on a perçu le bénéfice de cette prévention-là. William, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Alice. Bonjour Jean-Bruno, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là avec Jean-Bruno Delru. J'ai connu Jean-Bruno quand il était à la SNCF et nous avons contribué ensemble à former la totalité des managers de la SNCF aux bases de la santé au travail. Il a été un important contributeur du MOOC Estime pour éléments de santé au travail pour ingénieurs et managers qui a été fait par le CNAM en collaboration avec Malakoff Humanis. Et Jean-Bruno m'a aussi fait le plaisir, l'honneur de préfacer mon livre La santé et le travail. Donc, très heureux d'être là. Pourquoi revenir sur le sujet des accidents de travail sur lequel on a le sentiment qu'il n'y a rien de vraiment nouveau? Eh bien, parce que d'abord, nous allons le voir, ce sujet n'est toujours pas maîtrisé dans notre pays et il faut se demander pourquoi. Par ailleurs, nous sommes en confinement, comme vous le savez. Ça veut dire que de très nombreux travailleurs sont à l'arrêt, pas tous. Il y a des travailleurs clés, mais il y a des travailleurs qui sont à l'arrêt et parfois qui sont à l'arrêt depuis très longtemps. Et quand ils vont reprendre le travail, ils vont se retrouver en quelque sorte dans une situation d'un nouvel employé. Un nouvel employé qui a peu d'expérience et donc un nouvel employé qui a des risques élevés, notamment d'accidents du travail. Et donc c'est pour ça qu'il nous a semblé utile de faire un point sur les accidents de travail, leurs causes et leurs conséquences. Nous avons connecté un public qui est mixte. Nous l'avons vu à la fois des managers, des gens des collègues de la filière ressources humaines, et nous avons aussi des
spécialiste HSE. Alors, le choix que nous avons fait, c'est de nous mettre à la portée des managers. Donc, nous allons dire des choses qui sont absolument évidentes pour les HSE. Pardonnez-nous si vous avez des questions plus spécialisées. Nous y reviendrons à la fin, mais nous souhaitons nous adresser ici au plus grand nombre. Nous allons commencer avec Jean Bruno. Nous allons partir du terrain et Jean Bruno va nous expliquer comment la situation de l'accidentologie se présente du point de vue de Méséa. Jean Bruno, c'est à vous la parole. Merci William, bonjour à tous. On va donc démarrer par une présentation de ce qu'est Méséa afin de contextualiser un petit peu et d'aborder les choses finalement sous la forme d'un cas pratique. On peut passer la diapo suivante, William. Dans une entreprise, tout tourne autour de la finalité. Pourquoi est-on là? À quoi sert-on? Quelle est notre raison d'être? Chez Méséa, très rapidement, c'est une entreprise jeune qui a été créée en 2011 et qui a, on va dire, réellement éclos à partir de l'année 2015. On s'est très rapidement posé la question de ce qu'était cette finalité. Alors, à l'époque, on était 8 ou 10 dans l'entreprise, on est 200 aujourd'hui. Et la finalité, vous l'avez ici, telle qu'on la formule, exploiter et maintenir une infrastructure ferroviaire publique en toute sécurité, de manière performante et responsable au bénéfice de ses clients et des territoires. Et vous retrouvez là nos 3 axes de management: sécurité, performance, responsabilité. Le périmètre, donc, c'est la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, un peu plus de 300 km de ligne à grande vitesse, une dizaine de raccordements qui permettent de rejoindre des gares intermédiaires, Saint-Pierre-des-Corps, Châtellerault, Poitiers, Angoulême. Et cette ligne à grande vitesse, elle a la particularité d'être une concession. Sa construction a été décidée au milieu des années 2000 et étant donné le coût de construction d'une ligne à grande vitesse, l'État à ce moment-là, sur 3 projets, a décidé de faire appel au financement privé. Donc la particularité de cette ligne en concession, c'est qu'elle est donc confiée pour une durée longue à un concessionnaire privé qui s'appelle chez nous Lisea, qui regroupe d'ailleurs dans son actionnariat des fonds d'investissement qui sont exclusivement des fonds d'investissement français. Et on est sur une concession d'un ouvrage important, on est sur un projet qui représente 7 milliards au total, et donc pour une durée longue de 50 ans, études et construction de la ligne compris. Donc ce concessionnaire, il a nécessairement fait appel à un constructeur pour réaliser l'ouvrage et dans la longueur du temps, dans le temps long, à un exploitant mainteneur jusqu'à la fin de cette concession qui est en juin 2061. Et nous sommes donc liés par contrat avec l'ISEA, le concessionnaire pour cette activité d'exploitant mainteneur. Notre actionnariat, il est réparti entre Vinci Concession 70% et 30% par Sistra. Vinci Concession est également actionnaire du concessionnaire ISEA. Alors, bon, je ne vais pas trop revenir sur ces aspects-là. Si vous souhaitez un peu plus de détails, n'hésitez pas à vous rendre sur nos sites internet, isea.fr pour le concessionnaire, méséa.fr pour nous-mêmes. Bon, ce qu'il faut retenir, ce sont les chiffres là qui apparaissent: 1 million de passagers, 150 aiguillages. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, c'est des notes de la complexité qu'il peut y avoir sur cette ligne. Aucune gare en ligne, plus de 4000 hectares d'emprise, et on a un trafic de 80-90 trains en moyenne par jour qui malheureusement est réduit de moitié en ces périodes de pandémie. Donc, première caractéristique, l'activité de Méséa, elle se déroule sur 300 km. Donc,
voilà, ça amène un certain nombre de contraintes en termes de management de la sécurité. Notre action, elle s'articule autour de trois bases principales. Une qui est au sud de Tours, une qui est au nord d'Angoulême, celle d'où je vous parle, à Villonion, où se trouve également le siège de l'entreprise, et une en limite Charente-Maritime, Gironde, plus au sud, qui est la base de Terrasse. On a également une base secondaire au niveau de Poitiers. Donc voilà, vous voyez, première caractéristique, on est entre guillemets étalé sur 300 km. Alors, notre job, c'est quoi? C'est d'exploiter et maintenir cette infrastructure, à savoir les rails, la voie, les systèmes de signalisation. Donc, quand on parle de la voie, allez très vite, la voie pour l'utilisateur quotidien du train, c'est deux bouts de ferraille, un peu de bois ou de béton entre deux et des cailloux. Ça paraît être quelque chose de totalement basique. Ça n'est pas tant que ça. Une voie est presque un organe vivant puisqu'elle va évoluer, elle va vivre avec le passage des trains, ce qui amène des écarts sur le plan de sa géométrie, qui peut amener aussi des phénomènes d'usure. Et sur une ligne à grande vitesse, c'est encore pire en raison de la vitesse et des phénomènes dynamiques induits par cette vitesse. Donc voilà, on a donc cette infrastructure, cette voie à maintenir, à mesurer régulièrement, à corriger, à conditionner. Tous les systèmes de signalisation qui sont des systèmes qui permettent à un train de rouler en toute sécurité sur la ligne, l'alimentation électrique avec les caténaires, également tout ce qui concerne les systèmes de télécommunication qui permettent à nos systèmes de dialoguer entre eux et dialoguer avec le train, les ouvrages d'art, les ouvrages de terre et également des sous-stations électriques qui permettent d'alimenter tout ça. Jean-Bruno, pardon, excuse-moi. Nous avons des messages des participants qui demandent que tu parles un peu plus fort. Un peu plus fort. Bon, je rapproche le micro. Donc, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. C'est mieux, merci. Voilà, merci. Bien. Donc, tout cela, ça nous amène à un certain nombre d'engagements. On est dans un environnement réglementaire qui est extrêmement contraint. La sécurité ferroviaire, c'est quelque chose d'assez compliqué. Vous verrez, je reprends quelques éléments après. On a la sécurité de circulation, la sécurité des systèmes, la sécurité la sécurité ferroviaire au niveau donc, de tout ce qui est circulation, interaction des trains, et la sécurité au travail des personnels qui sont dans le périmètre de la circulation du train. Ce sont les personnels de MESEA, ce sont également les différents intervenants qu'on peut avoir sur la ligne. Alors, dans ces contraintes, on a aussi l'intervention d'un acteur majeur qui est l'établissement public de sécurité ferroviaire et qui délivre l'agrément de gestionnaire d'infrastructure au couple concessionnaire plus exploitant-mainteneur. Et il y a un certain nombre de règles qu'il nous faut respecter, appliquer pour conserver cet agrément. Alors, bien sûr, à une toute autre échelle, la SNCF et SNCF Réseau, en particulier sur le réseau ferré national, a le même genre de contraintes. Pour le coup, il n'y a absolument pas de différence entre les règles qui peuvent s'appliquer à l'opérateur historique et dans nos engagements, vous trouvez naturellement la nécessité d'offrir, de garantir des conditions de travail à nos personnels et aux entreprises qui interviennent, des conditions de travail décentes, travailler en toute sécurité. Quelque part, ça devrait aussi faire partie de la déclaration des droits de l'homme dans les droits du citoyen, les droits du travailleur. Voilà, c'est un petit peu comme ça chez nous qu'on voit les choses chez MESEA. J'y reviendrai un petit peu plus tard. On s'appuie pour ça sur l'analyse de risque, le fameux document unité des risques que vous connaissez tous. Et à cela, on ajoute également une obligation qui est une obligation de résultat sur le plan de la gestion environnementale de l'ouvrage. Ce projet, c'est un véritable exemple en matière de préservation de la biodiversité et des mesures qui ont été prises
pour protéger notre environnement. Quelque part, en tant qu'exploitant mainteneur, on s'estime être les héritiers de tout ce qui a été fait pendant la période de construction sur ce point-là. Et notamment, pour cette raison et pour une question sanitaire, ça m'a amené, lors de l'ouverture de la ligne en juillet 2017, à décider d'interdire strictement l'utilisation du glyphosate sur cette ligne. Alors, il faut être clair, il y a presque 2/3 de la ligne qui est très strictement réglementée sur l'usage des phytosanitaires en raison des obligations de la loi sur l'eau, mais c'est véritablement une démarche volontariste de notre part que d'interdire le glyphosate, à la fois pour préserver l'environnement et pour préserver la santé de nos collaborateurs, dès lors que c'est tous qu'il s'agit d'un sérieux perturbateur endocrinien. Rapidement, nos 5 métiers, donc ça fait référence à notre périmètre de responsabilité dont je vous parlais, les mainteneurs voies et caténaires, techniciens système, donc ils vont s'occuper de tout ce qui est signalisation et tout ce qui est système de sécurité sur la ligne, les techniciens énergie, les techniciens aiguilles pour gérer les aiguillages sur la partie mécanique et électromécanique, et des techniciens télécom. On a également, bien sûr, tout un encadrement technique de haut niveau pour ces équipes. Dans les photos qui suivent, vous avez une représentation de nos métiers qui montre un peu les conditions. Beaucoup de nos travaux se réalisent de nuit lorsqu'il n'y a pas de circulation TGV. Vous voyez également les postures, vous entrevoyez également les risques, hein. Donc risque de chute de plein pied, risque au niveau des troubles musculo-squelettiques en raison des postures, le risque de heurt par un engin ferroviaire, le risque également de chute lors d'interventions en hauteur, et vous l'avez vu juste avant sur des engins qui sont des engins qui sont tout à fait particuliers chez nous et qui ont été co-conçus avec un constructeur de matériel ferroviaire qui se trouve à Saint-Pierre-des-Corps, avec nos camions rail-route. Alors, on part du principe que notre métier, c'est de produire de la sécurité. On produit de la sécurité pour la circulation des trains, pour les passagers qui sont à bord des trains, pour garantir le contrat fondamental du transporteur ferroviaire, qui est d'amener sain et sauf son voyageur d'un point A à un point B. Alors, on a bien sûr toute la dimension régularité, qui est celle à laquelle on pense en premier, mais nous, on estime que notre métier de base, c'est la production de sécurité. Dès lors que nous produisons de la sécurité, la moindre des choses, c'est aussi l'offrir à nos employés. Et petite digression, bien souvent, j'ai constaté à la SNCF que les opérateurs, les gens de terrain, et ça a été le cas aussi, peut-être au début chez Mesea, on en parlera, les mainteneurs ont tendance à mettre avant tout la sécurité du voyageur, la sécurité de la circulation ferroviaire avant la leur. Et ça, c'est un problème. On peut dire ce qu'on veut de la SNCF, je peux vous garantir, pour y avoir passé 17 ans, que la plupart des gens de la SNCF sont des gens qui sont particulièrement investis dans leur travail, particulièrement consciencieux, et bien souvent, on se trouve dans ces situations où ils oublient leur propre sécurité pour privilégier un chantier à terminer, la sécurité des autres à garantir. Et ça, c'est vraiment une chose à laquelle il faut faire attention tous les jours dans nos métiers ferroviaires. C'est écrit sur cette diapo. Dans notre dispositif, on a également un centre qu'on appelle l'Hypervision Mesea, qui a la supervision complète de nos installations et qui a même de déclencher des astreintes à tout moment dans la journée, puisque 24 heures sur 24, 365 jours par an, nos équipes peuvent intervenir pour résoudre des problèmes en maintenance correcte. Je passe rapidement sur le sujet de la performance. Le contrat de concession s'accompagne d'un contrat de performance avec un certain nombre d'obligations sur le confort de la ligne. On appelle ça le nivellement. Donc, c'est directement lié à la qualité de la géométrie de la ligne. Des sujets sur la limitation des incidents fortement perturbateurs, supérieurs à 200 minutes d'impact sur une circulation, le nombre d'incidents par an
et également la régularité, bien sûr, sachant que actuellement et depuis l'ouverture de la ligne, les trains en moyenne gagnent aux environs d'une minute par trajet lorsqu'ils empruntent notre portion de ligne. Un point majeur que j'ai mis en gras sur la diapo précédente, ça concerne la planification des opérations. On essaie de gagner de plus en plus en rigueur sur le sujet pour avoir des planifications de travaux 10 semaines avant et que ces planifications changent vraiment le minimum. Parce que dans les causes d'accidents du travail, on trouve souvent des réorganisations de dernière minute, des modifications de planning, des modifications d'organisation. On tombe dans ce qu'on appelle les facteurs organisationnels et humains avec ce type d'origine d'accident du travail. Et c'est pourquoi on estime que la planification, c'est quelque chose. La responsabilité environnementale, je l'ai déjà un petit peu abordée, je vous ai parlé du glyphosate. On axe notre action énormément sur tout ce qui est traitement, recyclage des déchets. On recycle nos EPI. On doit trouver des solutions pour les tenues haute visibilité qui ne sont pas faciles à recycler aujourd'hui. On lutte contre l'utilisation du plastique. Voilà, parce que dans beaucoup d'entreprises, on distribue des gourdes en verre. On a fait le calcul, ça représente à peu près 4000 bouteilles économisées par an. Et on estime que cette préservation de l'environnement et l'attention apportée au sujet de transition écologique et de l'environnement naturel, ça fait aussi partie, quelque part, de la santé au travail. On contribue également à des projets de lutte contre l'exclusion via un fonds qui ne s'appelle plus seulement Sion Solidaire, mais qui s'appelle maintenant le fonds SEA et qui consiste dans le financement de projets liés à l'insertion professionnelle, liés à l'accès à la mobilité. Et les personnels de MESEA sont directement impliqués en tant que parrains dans ces sujets. Alors, vous avez eu une présentation globale de MESEA, donc une entreprise récente. On a démarré effectivement l'exploitation et l'ouverture commerciale le 2 juillet 2017, mais vous imaginez bien que ça nécessite une préparation. Et plus d'un an avant, on a commencé le recrutement de nos personnels opérationnels et leur formation. On avait auparavant intégré des experts ferroviaires pour travailler sur l'établissement de tout notre référentiel technique, notre référentiel de maintenance, mais aussi ce qu'on appelle notre système de gestion de la sécurité et qui permet d'obtenir l'agrément gestionnaire d'infrastructure qui est délivré par le PSF, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une entreprise récente, des gens qui pour la plupart, ne connaissaient pas du tout le métier de la maintenance. Certains avaient travaillé pour le constructeur, donc connaissaient un petit peu l'environnement physique d'une plateforme ferroviaire, mais n'avaient pas connu la ligne en circulation. Donc voilà, on démarre sur le plan de la connaissance de l'environnement de travail pour tous ces collaborateurs au niveau 0. Et ça se fait le 2 juillet 2017 parce que la ligne était auparavant sous la responsabilité du constructeur et nous n'y avons quasiment pas eu accès avant. Alors, ça se traduit immédiatement par des petits bobos. On se fout la cheville en descendant de la plateforme de ballast. Si vous imaginez, quand vous êtes en gare, vous voyez le ballast véritablement à plat. Chez nous, et vous avez peut-être pu le voir dans les photos précédentes, on a systématiquement une banquette de ballast assez haute qu'il faut escalader pour aller en voie. Si on n'y prend pas garde, notamment lorsqu'on descend cette banquette de ballast, c'est la chute de plein pied assurée et bien souvent on se fout la cheville ou on se fait une entorse. Bref, contexte de découverte d'un nouveau métier, d'un nouvel environnement de travail. Vous voyez immédiatement ce que ça donne sur la courbe qui vous est affichée, une escalade
dans le taux de fréquence des accidents du travail. Je ne vous ai pas indiqué la fin 2017, mais vous voyez, on a démarré avec un niveau assez élevé l'année 2018 pour arriver à un pic totalement inacceptable d'un taux de fréquence de 31. Alors, pour essayer de se comparer un petit peu, vous avez des chiffres sur la partie droite. Si je peux revenir juste en arrière, parce que William, vous avez. Oui, non, voilà, avant l'animation. 75% des entreprises du groupe Vinci n'ont aucun accident du travail avec arrêt. Si on se fie à notre maison mère, le groupe Vinci, et il y a un taux de fréquence de 5,32 qui est, on va dire, à peu près comparable à ce qui se fait dans le milieu de la construction, dans le milieu du BTP, chez Bouygues ou chez Eiffage. Et on voit déjà l'amélioration qui a été celle des 5 années précédentes, avec un 7,08 en 2015. Donc, on a un groupe Vinci qui est extrêmement attentif à ces sujets. Et clairement, quand on est dans le groupe Vinci et qu'on a un taux de fréquence de 31, qu'on se compare, on se dit franchement, on n'est pas bon. Et sur des métiers comparables, et concrètement à la SNCF, on n'est absolument pas dans les années actuelles sur ces taux de fréquence de 31. La SNCF s'est considérablement améliorée dans le domaine et on va être sur des taux de fréquence aux alentours de 15, peut-être parfois 20, mais sûrement pas dans ces eaux-là. Alors, si on passe sur l'animation, j'ai mis le petit pictogramme de la pyramide de Bird qu'utilise William juste après, et il va vous donner tous les détails sur le sujet. Lorsqu'on a un taux de fréquence élevé, y compris quand il s'agit de petits accidents pas trop graves, on élargit le bas de la pyramide de Bird et statistiquement, ça peut amener à des accidents graves. Et vous voyez, quand on a ce pic au mois de septembre 2018, eh bien, en février 2019, on a un accident grave qui se produit. Et ça illustre bien ce phénomène de la pyramide de Bird et la nécessité de gérer, de maîtriser l'accidentologie dans l'entreprise. La photo que vous voyez avec le renversement du magnoscopique, ça provoquait quoi? Ça provoquait la panique de la jeune conductrice de l'engin qui a ouvert la porte, qui a sauté parce que l'engin était en situation instable et elle a subi de multiples fractures à la réception, tibia, péroné, cheville, et avec 200 jours d'arrêt à la clé et la nécessité de faire énormément de rééducation. Alors, si on va au-delà de ce drame personnel et social, là, je veux toucher un petit peu la corde économie du manager. Un accident du travail, pour la sécurité sociale, ce n'est pas anodin. Et lorsque vous regardez votre fiche de paye, vous allez peut-être voir un taux qui s'applique concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ce taux, cette cotisation, ce n'est pas quelque chose de fixe. Cette cotisation, c'est quelque chose qui dépend de la sinistralité de l'entreprise, qui dépend aussi de la gravité des accidents du travail qu'a vécu l'entreprise. Donc, les accidents, on ne parle pas des accidents gravissimes, donc d'accidents mortels, ils sont classés en 6 niveaux. Et l'accident que je vais vous évoquer était un accident de niveau 6. Donc, ça amène une pénalisation de l'entreprise avec ce qu'on appelle le taux ATMP qui passe, vous voyez, c'est le cas pour mes cas, ce sont des chiffres réels que je vous ai indiqués, à 1,08% de la masse salariale contre 0,7% s'il n'y avait aucune déclaration d'accident du travail. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a tout intérêt pour le manager, il y a tout intérêt pour le patron d'entreprise à investir dans la prévention. Et je pense que William va parler de l'étude qui a été réalisée il y a quelques années par l'Association internationale des sécurités sociales, où finalement on se rend compte
1 € investi dans le domaine de la prévention en rapporte 2. La cotisation sociale que je vous indique là, quelque part, c'est une goutte d'eau par rapport au reste et par rapport à ce qu'on peut perdre en termes de motivation, en termes d'attractivité. On ne va pas travailler, on n'a pas envie d'aller travailler dans une entreprise qui va vous garantir 1 à 2 accidents du travail au cours de votre carrière. Merci. Vous voyez, le cas de Mesea est très intéressant parce que c'est à la fois une filiale d'un très grand groupe, mais quand on regarde bien les conditions de travail, on voit qu'en fait, une grande partie de l'activité se fait par des équipes qui sont isolées sur le terrain, avec une grande partie de l'activité qui est nocturne. On peut considérer que Mesea, c'est comme un conglomérat de TPE, avec une grande diversité de métiers. Et donc, même si l'activité de Mesea est très spécifique, elle représente en fait beaucoup de similarités avec de très nombreux secteurs industriels. Alors, regardons comment on analyse un accident de travail rapidement. Il y a des situations dangereuses que l'on doit éviter en prévention primaire. Il y a des situations accidentelles, c'est-à-dire que là, on a un accident ou un incident en cours de constitution qui peut appeler des mesures de protection d'abord collectives puis individuelles. Et enfin, nous sommes dans le domaine tertiaire, celui de la réparation, avec les différentes conséquences humaines, juridiques, socio-économiques des accidents de travail, sachant que les coûts indirects sont bien supérieurs aux coûts directs qui ont déjà été évoqués. Le processus de gestion d'un incident ou d'un accident de travail relève basiquement d'une logique de gestion de projet. Bien évidemment, il faut d'abord sécuriser le site et prendre soin des blessés. Il y a le processus de déclaration, je vais y revenir, le processus d'enquête qui donne lieu à un partage des enseignements, un retour d'expérience dans une boucle d'amélioration continue. Sans entrer dans les détails des indicateurs, on a parlé du taux de fréquence, on a parlé du taux de gravité. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le taux de fréquence et le taux de gravité sont très corrélés. Il n'y a pas d'un côté des entreprises qui ont peu d'accidents graves et de l'autre côté des entreprises qui ont beaucoup d'accidents bénins. Dès lors qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'accidents graves et c'est le sens de la pyramide de Bird dont a parlé Jean Bruno, avec un lien probabiliste entre la base de cette pyramide et le sommet qui est l'horreur absolue. On peut se poser la question de savoir quelle est la différence entre une anomalie, un presque accident et un accident mortel. Eh bien, en réalité, et c'est notre expérience de sécurité dans la vie quotidienne, bien souvent, la seule différence, c'est la chance. Combien de fois dans notre vie quotidienne, on se dit « Oula, on a eu beaucoup de chance, il s'en est fallu de peu pour que quelque chose qui soit perçu comme un incident ait été en fait un accident grave. » Et donc, il faut avoir une vision globale et systémique de l'ensemble des accidents de travail et non pas seulement se focaliser sur la pointe de la pyramide. En France, de façon générale et rapidement, depuis plusieurs années, les résultats en matière d'accidentologie sont stagnants, voire ils s'aggravent. En 2015, les données de la CNAM montrent 625 000 accidents, 655 000 en 2019, avec non pas un taux de fréquence, mais un indice de fréquence qui est à 33. Donc l'accidentologie dans notre pays n'est absolument pas maîtrisée. Et ce que l'on voit qui est très intéressant, c'est que dans un même secteur d'activité, le taux de fréquence peut parfois varier pour des entreprises analogues de 1 à 10.
ce qui montre que la prévention est faisable. À noter également que 50% de ces accidents, toujours données nationales, sont liés à des situations de manutention manuelle. Tout accident doit donner lieu à une enquête. Je passe rapidement là-dessus. Il y a des formulaires CERFA qui doivent être obligatoirement remplis et sous le contrôle du CHSCT ou de la DUP quand c'est le cas, notifié à l'inspection du travail de la directe dans un délai de 15 jours. Tout ça est très connu. Les obligations de l'employeur sont également connues. Il s'agit de prévenir, il s'agit d'évaluer, ça c'est très important, on ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas, de transcrire cette évaluation dans un document unique qui classe les risques et qui sert à faire des propositions d'action. Ce n'est pas juste une comptabilité des risques, c'est une aide à la décision. Et bien évidemment, il faut agir. Alors, ce qui est très important aussi, c'est d'avoir en tête les différents facteurs de risque des accidents. Il y a une interaction entre des facteurs humains, des facteurs environnementaux, des facteurs liés à l'activité de travail proprement dit, et des facteurs organisationnels. On a le modèle METROF, matériel, environnement, technique, réglementation, organisation, facteurs humains, qui permet de repérer ces différents facteurs de façon peut-être plus simple, notamment pour les plus petites entreprises. Un modèle TOH est suffisant pour technique, organisationnelle et humain. Pour éviter les accidents, je pense qu'il y a trois messages clés. Premièrement, ce n'est pas qu'une question de négligence, de connaissance et d'expérience. Bien sûr, ça joue, mais ce n'est pas la seule raison. Deuxièmement, il faut les anticiper, ces accidents, et donc planifier l'activité. Jean-Bruno Delru a insisté là-dessus. Et bien évidemment, très souvent, on le voit que les entreprises ne réagissent que quand elles sont confrontées à des accidents graves, et c'est bien sûr regrettable. Enfin, et c'est fondamental, il faut distinguer les erreurs et les fautes. Les erreurs, elles peuvent être de différents types. Elles peuvent être liées à un oubli, à un manque d'attention, elles peuvent être liées à des problèmes de mauvaise perception des situations et des risques. Les erreurs, fondamentalement, servent à s'améliorer. Les erreurs doivent être repérées, il faut encourager leur déclaration et il faut les intégrer dans un cycle d'amélioration, dans une optique pédagogique. Une faute, c'est une erreur qui aurait pu être évitée. C'est un contournement volontaire, un non-respect volontaire explicite des procédures et la faute doit être sanctionnée. L'erreur sert à la pédagogie et à l'amélioration continue. La faute est inacceptable, mais bien distinguer l'erreur et la faute et ne pas appeler faute toute erreur est quelque chose qui est très important. Comment Méséa s'y est pris et quels sont ses résultats? Jean-Bruno, je te repasse la parole. Quelques minutes. Merci, William. De questions. Oui, tout à fait. Donc, le sujet majeur, et j'ai vu déjà que dans le fil du chat, certains s'en souciaient, c'est le développement du leadership. Oui, donc j'expliquais que la clé du développement de la culture sécurité dans l'entreprise, c'est de passer par le leadership et donc de passer par le management et du management au mainteneur qui est sur le terrain. La réussite, c'est véritablement lorsque chacun se sent acteur de sa sécurité et acteur de la sécurité des autres. Alors, chez nous, on a mis en place une petite mascotte que vous avez vue, qui est le Bison d'Europe, qui s'appelle Visea. C'est un petit peu le porte-parole de la sécurité chez nous. Alors, on commence bien sûr par un engagement de la direction.
si c'est un petit peu comme les démarches de management de la qualité, si la volonté ne vient pas d'en haut, à la fois pour amener le discours et pour amener les moyens, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça a commencé chez nous avec un principe que j'ai édité et que nous partageons avec le CODIR, la sécurité prime surtout. Et lorsqu'on a ces leitmotifs qui sont inscrits dans les fonctionnements de l'entreprise, ça veut aussi dire qu'on fait passer nos décisions au crible de ces leitmotifs. Et je peux vous garantir que la sécurité prime surtout, je l'ai entendu à plusieurs reprises lorsqu'il s'est agi de prendre des décisions de programmation, de production et autres. Un autre point qui est majeur et que déjà lorsque j'étais à la SNCF, j'avais proposé et j'avais affiché, chaque collaborateur a le droit et le devoir de refuser de travailler s'il ne se sent pas en sécurité. C'est le droit d'alerte, c'est le droit de retrait, c'est le droit à la parole, c'est la transparence. On doit absolument faire remonter les situations à risque et arrêter un chantier s'il y a le moindre doute sur ce risque. Alors, les managers vont me dire, oui, mais alors, c'est comme ça, les gars vont jamais bosser. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je peux vous garantir que je n'ai jamais été témoin d'abus dans ce domaine. Et à chaque fois qu'il y a eu des arrêts de chantier, il y avait une motivation claire liée à un risque. Alors, on ne peut pas être omniscient. Et dans la courbe que vous avez vue tout à l'heure, je me rappelle d'un comité de direction à l'été 2018 où j'ai partagé avec mon CODIR le fait que tout ce qu'on essayait, finalement, ça ne fonctionnait pas. Et il y a un moment où il faut savoir dire, voilà, ce n'est pas notre job. On a une bonne culture, on est dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, on est sensible, on a été formé, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut mettre en place une méthode. Et pour ça, j'ai fait appel à des gens avec lesquels j'avais travaillé déjà à la SNCF, qui sont les équipes de Dupont Sustainable Solutions et qui proposent les méthodes qui ont été mises en place depuis des années et des années par la société Dupont, qui est une entreprise chimique mondiale que vous devez tous connaître, et qui s'appuie notamment sur le diagramme que vous avez en haut à droite, qui est la courbe de Bradley, qui permet de mesurer la maturité et qui corrèle directement la maturité en matière de leadership sécurité avec les résultats en matière d'accidentologie. On a fait également intervenir le professeur Dab, ici présent, dans le cadre de la sensibilisation de nos encadrants à l'association des différents protagonistes d'un accident du travail, la mise en place de l'enquête CHSCT, etc. On a également travaillé avec un cabinet qui s'appelle Epistème sur tout ce qui relève des risques psychosociaux et notamment suite à 2 ou 3 sujets que nous avons rencontrés dans l'entreprise. On a travaillé avec Epistème également sur tout ce qui concerne les risques de discrimination. Vous avez ici une cartographie de ce développement du leadership de la sécurité qui est un petit peu la feuille de route que nous avions partagée avec Dupont Sustainable Solutions. On peut passer à la slide suivante. Là, vous avez la campagne que l'on a donc baptisée Tous Préventeurs et qu'on s'est maintenant complètement appropriée. Si tu peux revenir juste en arrière pour enlever le cercle. William, voilà, reviens sur les photos. Voilà. Donc là, vous avez cette campagne, vous retrouvez la mascotte et un point essentiel, les 10 règles qui sauvent, qui sont affichées partout chez nous, qui vont du respect des habilitations et de l'utilisation appropriée des habilitations jusqu'à l'interdiction de consommer des produits psychoactifs en passant par la vigilance sur le risque routier. Voilà, c'est là-dessus qu'on se base en matière de prévention. Et alors, comme quoi, vous voyez, il faut toujours être extrêmement vigilant en matière de santé et de sécurité au travail. Dans ces très jolies photos qu'on a faites et qui sont là pour illustrer notre campagne, eh bien, il y a un bug quelque part. Le bug, vous le voyez, entouré par le cercle. Et c'est un de nos fournisseurs
de spécialisés dans le matériel de travail en hauteur qui nous l'a fait remarquer. On est contraire aux règles du travail en hauteur avec cette photo. Systématiquement, le point d'ancrage doit être au-dessus de l'intervenant et pas en dessous, comme c'est le cas ici. Donc, on va utiliser en interne cette photo pour sensibiliser, mais aussi pour traiter le sujet, parce que si le point d'ancrage il est à cet endroit-là, c'est parce qu'il y a une bonne raison et parce qu'il n'y a pas la possibilité de le placer plus haut. Et donc, ça veut dire que c'est toute la manipulation, toute la procédure d'intervention pour ce qu'est en train de faire notre opérateur de maintenance caténaire qu'il faut revoir. Donc, vous voyez jusqu'où ça va. Dans les techniques que nous a appris la société Dupont, il y a cette nécessité du savoir-voir qui est essentiel. Il y a le savoir-dire aussi qui fait partie de l'exercice. Alors, où on en est? Vous voyez l'évolution de notre taux de fréquence. On s'est fixé un objectif de 8 sur l'année 2020 qu'on n'a pas été capable d'atteindre. C'est à nouveau notre objectif pour l'année 2021 et on vient juste de passer en dessous de cette barre du taux de fréquence de 8. Et je peux vous garantir qu'on est tout à fait conscient de la difficulté que ça va être pour nous de préserver ce taux de fréquence et d'éviter les accidents du travail en continuant à travailler dans le domaine de la prévention. Alors, la courbe qui est en dessous contredit un petit peu ce que disait le professeur Dab tout à l'heure, et je vais vous expliquer pourquoi on a un taux de gravité qui a explosé de cette façon-là. On a un opérateur chez nous qui a eu un accident de travail et un problème au niveau de l'épaule au mois de février l'an dernier, et la situation du confinement et le confinement Covid de mars a fait que ces opérations ont été régulièrement reportées, et donc ce collaborateur s'est retrouvé exactement 303 jours à l'arrêt, ce qui a fait exploser notre taux de gravité. C'est un collaborateur tout à fait remarquable, on ne peut pas l'accuser de tirer sur la corde ni rien. Il était très heureux de pouvoir revenir au boulot. Voilà, donc si vous voulez, le taux de gravité, on est dans normalement dans ce qu'expliquait William tout à l'heure. Le taux de gravité ne devrait pas être à ce niveau-là, et donc à nous de tout faire pour le ramener vers des zones. Jean-Bruno, rappelle-nous, Mesea, c'est combien d'employés en tout? Voilà. Donc, ce que je vous disais sur la corrélation entre le TF et le TG est exact, mais évidemment, dans des entreprises de taille modeste, comme Jean-Bruno vient de le dire, un seul accident grave bouleverse cette corrélation. Cette corrélation, elle est valable au niveau de grandes populations. Et évidemment, quand on a des entreprises de moins de 1000 employés, un seul accident grave peut perturber complètement la corrélation. Pour laisser de la place aux questions, je termine en vous disant que c'est un graphe que nous avions développé avec le professeur Vacher quand il était avec nous au CNAM, et qui nous a servi à structurer la formation des managers de la SNCF, et qui montre qu'il y a un ordre logique pour prévenir les accidents. Il faut d'abord sécuriser les équipements, il faut ensuite s'intéresser à l'organisation et aux procédures, puis à s'intéresser et mettre l'accent sur le leadership managérial avant de considérer que la culture sécurité, c'est-à-dire le fait que tout le monde est acteur de la sécurité. C'est un ordre logique. Les entreprises qui parlent de culture alors que les équipements, le matériel et l'outillage ne sont pas sécurisés font une erreur et elles n'obtiendront pas de bons résultats. Je conclus en vous disant que la clé de tout ça est une analyse des accidents. C'est une obligation, bien sûr, mais c'est peut-être surtout une condition de l'évaluation du retour sur investissement de la prévention. Cette analyse doit être systématique et systématisée. Des outils sont disponibles pour cela. Je le répète, on ne peut améliorer que ce que l'on
mesure et la mesure et l'analyse des accidents de travail, c'est véritablement la clé de la prévention. Alors, William, si tu permets, j'ai commencé Oui, à regarder un petit peu ce qu'on avait comme question qui apparaissait. Alors, on a une question sur la manière, sur le plan managérial, d'associer les acteurs de la prévention à la politique sécurité de l'entreprise. Alors, on a bien sûr la formation, la sensibilisation, mais le premier principe du Kaizen, il est simple. C'est celui qui fait, qui sait. Donc, la meilleure façon d'améliorer les conditions de travail, de détecter les risques qui peuvent apparaître sur le terrain, c'est d'associer les personnels qui sont directement concernés à ces activités de prévention. Donc, ce sont des groupes de travail sur les risques, ce sont des actions de coaching et d'échange sur le terrain, ce sont des visites de prévention menées par l'encadrement de proximité ou l'encadrement au sens large, y compris les membres du comité de direction, pour comprendre les difficultés sur le terrain, pour interroger de façon pédagogique et intelligemment les gens qui rencontrent. Une visite de prévention, ce n'est pas un audit. Il n'y a pas une note à la fin. À la fin d'une visite de prévention, celui qui a réalisé la visite de prévention a pu amener les acteurs de terrain à se questionner, a pu prendre lui-même conscience de certaines difficultés qui apparaissent pour les faire remonter et pour amener à des modifications des procédures, pour amener parfois à des investissements. Et je peux vous dire que personnellement, chez Mesea, ça m'est arrivé assez souvent. L'exemple le plus emblématique étant un investissement de quasiment 300 000 euros qui a été décidé suite au constat de dysfonctionnement de nos nacelles de levure. D'autres questions qui sont extrêmement intéressantes. Je ne m'étendrai pas forcément sur tous les sujets. La question du glyphosate, comment on fait pour remplacer le glyphosate? Aujourd'hui, on n'a rien pour remplacer le glyphosate, rien d'autre que le fauchage manuel, que l'utilisation d'engins mécanisés pour essayer de traiter le sujet. Et je peux vous garantir que chez nous, c'est vraiment problématique. On parlait des risques. Lorsque vous avez des pistes gravillonnées qui sont envahies de végétation, dont des buissons, des petits arbustes, petites faux acacias, etc., la nuit, c'est extrêmement dangereux et c'est risque de chute de plein pied. Et quand on a donc des pistes de ce type-là sur 2 fois 300 km, puisqu'on en a de chaque côté des voies, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc, c'est du débroussaillage manuel, c'est la mise en place de robots de débroussaillage, d'engins type Aldi, comme on trouve sur les autoroutes, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de substitut au glyphosate, c'est clair. Ensuite, concernant les moyens à mettre en œuvre pour faire baisser le taux de fréquence, c'est ce dont on a discuté, c'est la présentation que je vous ai faite, mettre les gens qui sont confrontés au risque tous les jours au cœur de la politique de prévention, les amener à réfléchir sur leur comportement, les amener à réfléchir sur des solutions simples en favorisant l'innovation, en favorisant le développement de recherche de plus d'ergonomie sur l'utilisation des outils, sur les postures, etc. C'est un travail qu'on doit faire tous ensemble. Et encore une fois, le positionnement de la direction est essentiel. Il y a un acteur dont je n'ai pas parlé, qui est essentiel. C'est le représentant du personnel. Et au-delà du représentant du personnel, ce qu'on appelait avant le CHSCT et qu'on trouve maintenant dans le CSE. Pour moi, les représentants du personnel ont toujours été des interlocuteurs privilégiés pour porter la politique de sécurité de l'entreprise. Certains ont parfois dû se comporter comme des lanceurs d'alerte pour remonter les informations. Voilà, c'est pour moi, le CSE, c'est une boucle de rattrapage essentielle. On ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout voir quand on est le patron. On ne peut pas tout voir quand on est encadrant. On est coupé d'un certain nombre d'informations. Et clairement, la représentation du personnel, c'est ce qui va permettre de faire remonter des informations et des alertes qui contribuent à cette politique de prévention. Je vois d'autres
sujet sur le coût direct et indirect des accidents et de l'absentéisme. Non, on n'a pas encore pu mener cette action-là, mais effectivement, c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler, et c'est ce qu'on commence à faire en sensibilisant sur cette histoire de taux de cotisation AT-MP pour montrer un coût direct et ensuite commencer à réfléchir à tout ce qui est le coût indirect. Et le coût indirect, c'est la motivation du personnel avant tout, c'est la peur de monter sur un engin parce qu'on a peur de tomber, c'est la peur de monter sur un engin, par exemple une nacelle, quand il y a des rafales de vent, c'est quoi la limite, quand est-ce que je peux descendre ou pas descendre. Bon, on a doté nos équipes d'anémomètres, ça permet de faire une mesure objective de la situation. On considère qu'en dessous de telle vitesse au-dessus de telle vitesse de vent, on n'utilise pas les nacelles et on ne monte pas. Voilà. Donc l'opérateur qui monte et qui a cette mesure en tête ou l'appareil dans la main, c'est qu'il est en sécurité et que s'il y a quoi que ce soit, il pourra redescendre de sa nacelle et qu'on ne va pas crier à la perte de production. Concernant les accidents en télétravail, je vous demande juste un instant, William, il faudrait peut-être que tu reprennes un peu le relais. Je vais chercher mon chargeur. Écoutez, de toute manière, je pense qu'il nous faut respecter l'horaire. Il y a beaucoup de questions intéressantes, on ne va pas pouvoir y répondre à toutes. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions. Vous pouvez me poser les questions sur le LinkedIn, sur ma connexion LinkedIn. Et dans les jours qui viennent, en lien avec Jean-Bruno, nous vous donnerons d'autres détails. Mais on ne veut pas trop déborder sur l'horaire. Alice, vous voulez ajouter quelque chose en conclusion? Alors, je voudrais juste faire une intervention, William. Il y a une question assez longue sur la manière dont on peut s'y prendre pour remonter, entre guillemets, de bons chiffres. Alors, ça, c'est un gros sujet. Et c'est un sujet de management au sens large. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. Aucun de mes collaborateurs n'a d'objectif en matière de taux de fréquence des accidents du travail. Je considère que je suis le seul responsable du taux de fréquence des accidents du travail. Donner un objectif en matière de taux de fréquence d'accidents du travail à un collaborateur, c'est l'inciter à aller voir la personne qui s'est fait une foulure ou je ne sais quoi, en disant bon, écoute, ce serait bien que tu ne fasses pas de déclaration, ça va augmenter les statistiques. Ça, c'est totalement contre-productif. Donc, moi, je pense parti de me dire, voilà, je considère qu'en tant que patron de la boîte, je me fixe un objectif de taux de fréquence à 8, mais ça s'arrête là. Il doit y avoir zéro pression vis-à-vis de l'encadrement là-dessus en termes de chiffres, vous comprenez. On discute des retours d'expérience, de l'application de la politique de prévention, on discute du comment, mais si on se met à discuter des chiffres, le risque, c'est qu'on soit en face de phénomènes de biais. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises dans lesquelles on peut faire pression sur les salariés pour éviter les déclarations d'accident du travail. Ce n'est pas la même chose que de proposer un poste adapté à une personne qui a une jambe dans le plâtre et à qui on va proposer de faire de la saisie informatique pour que la personne soit dans l'environnement professionnel, si c'est possible. Et ça, ce sont des démarches qui peuvent se faire, qui ne sont pas pour moi contraires à l'éthique SST, mais qui doivent absolument se faire en collaboration avec le médecin du travail pour la reprise d'activité. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce beaucoup. point. C'est effectivement très important. Alice? Oui, je vous remercie beaucoup. En effet, on est un peu pris par le temps. Votre présentation était très intéressante. Il y avait beaucoup de choses. Il y a eu pas mal de questions, notamment sur la fin. En effet, William, dans le chat, j'ai mis le lien vers votre compte LinkedIn pour que les gens puissent vous écrire sur votre mur ou en message privé, entrer en relation avec vous pour vous adresser les questions restantes. J'ai aussi mis le lien vers notre site internet sur Red Online, autant sur notre module de gestion des événements, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus,
ou sur notre formulaire de contact si vous avez justement des questions assez précises sur votre entreprise, sur la gestion des accidents et des incidents au sein de votre organisation. Vous pouvez nous les adresser et on vous répondra aussi rapidement. Je vous remercie encore pour votre participation, pour vos partages. Merci à tous ceux qui étaient présents pour l'écoute et vos questions. Ce webinaire sera disponible en replay, donc pour les absents, ceux qui n'ont pas pu tout écouter, ou ceux qui veulent vous réécouter, ils pourront le faire, on leur adressera le lien. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bon appétit. Merci à vous et bon Merci à vous et n'hésitez pas à nous solliciter pour les questions. Merci. Moi, j'y répondrai avec plaisir. Merci. Bonne journée, bon week-end.